Bonjour à tous. Avec votre autorisation, je vais vous soumettre, à titre d'introduction rapide, un bref récapitulatif. La réforme ferroviaire résultant de la loi d'août 2014 a permis d'améliorer la gouvernance du groupe SNCF, mis fin à la rivalité des deux épiques, SNCF et RFF, proposé un nouveau pacte social et une trajectoire financière afin de stimuler la productivité du groupe, de le préparer à l'ouverture à la concurrence et de stabiliser la dette. Je résume. Chacun a fait de son mieux, mais cela n'a pas suffi. Dette grossissant de 3 milliards d'euros chaque année, problèmes récurrents des redevances d'accès, mauvais état du réseau provoquant incidents et accidents avec leurs conséquences juridiques parfois difficiles, celui de Bregini en tête, insatisfaction des régions, bref, tout ça débouchant d'une certaine manière sur le départ inattendu en février 2016 de Jacques Rapoport, prédécesseur de Thierry Jeantet, ici présent. La nouvelle majorité ne pouvait pas ne pas réagir. Après les très prometteuses assises de la mobilité, fin 2017, puis le très solide rapport du COI, Comité d'orientation des infrastructures, fin janvier, celui de Jean-Cyril Spinetta, sur le transport ferroviaire, qui suivit mi-février, par sa froide lucidité, mit le feu aux poudres. Dès le 26 février, à la fois pour calmer les esprits et marquer sa détermination, le Premier ministre annonça le lancement de 2 mois de concertation sur un projet que la ministre Elisabeth Borne présenta le 15 mars, sous le nom de nouveau pacte ferroviaire. 20 jours plus tard, les cheminots déclenchèrent les hostilités. Grillant la politesse à la LOM, loi d'orientation des mobilités que tout le monde attendait pour le printemps, le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, adopté le 17 avril à une large majorité par l'Assemblée nationale, arrive donc au Sénat aujourd'hui même. Sur les recommandations de Jean-Cyril Spinetta, qui sont en grosse partie suivies, il prévoit une gouvernance réunifiée du groupe public ferroviaire, une reprise d'une partie de la dette, la fin de l'embauche, au statut assorti de garanties pour les salariés qui font encore l'objet de négociations, l'ouverture à la concurrence dès décembre 2019 pour les TER, ainsi qu'une modernisation du réseau et de son exploitation. Celle-ci passe en particulier par une modulation et une certaine stabilisation des péages. Patrick Jeantet va nous le préciser, le conventionnement de certaines lignes et selon certains bruits, mais ce ne sont que des bruits, quelques crédits supplémentaires. Nous allons aborder ces différents points à travers le prisme, si je puis dire, donc, de la nouvelle stratégie industrielle du gestionnaire d'infrastructure que va nous présenter Patrick Jeantet, à qui je passe tout de suite la parole, avant que nous entamions le débat avec lui-même et les 3 autres participants, puis avec vous tous ici présents. Patrick Jeantet. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à parler devant vous de SNCF Réseau. D'abord, comme vous le disiez, la ligne de loi de 2014, qui était effective il y a moins de 3 ans pour nous maintenant, a réunifié en une seule entité opérationnelle RFF, SNCF Infra et la direction des circulations ferroviaires. Donc c'était une fusion en fait à 3. On oublie toujours le 3e parce que dans le SNCF de l'époque, la direction des circulations ferroviaires avait une indépendance extrêmement forte. D'ailleurs, si je me rappelle bien, qui était entériné par un arrêté et qui avait ce gros défaut de créer des barrières entre SNCF Infra en particulier et la DCF. Tout ça a été réuni dans une même entité par la loi et c'était absolument nécessaire. La séparation n'aurait jamais dû être faite en réalité. Donc c'était une correction d'une anomalie. La réforme de 97 était une réforme financière qui avait pour objectif de déconsolider une dette, mais qui avait oublié un point majeur, c'est qu'un système ferroviaire, c'est d'abord un système qu'il faut exploiter pour la qualité de service des trains. Et c'est le fondement même du réseau qui est en cause. Donc ça, c'est très important. Et c'est dans cette histoire qu'on s'inscrit. Et c'est parce que la loi a dit vous êtes tous les 3 ensemble que du jour au lendemain, tout le monde est ensemble. Et donc, mon travail depuis que je suis arrivé à la tête de réseau il y a 2 ans, c'est maintenant de créer des conditions humaines et industrielles pour travailler ensemble et donc donner un service de qualité à tous nos clients, les entreprises ferroviaires.
de fret, de voyageurs, et avec l'ouverture à la concurrence, j'espère qu'il y en aura de nombreux autres. Peut-être je vais être très rapide sur ce plan stratégique et après on échangera à travers des questions. On est dans un environnement quand même de la mobilité qui est en perpétuelle révolution, évolution, transformation. Les nouvelles formes de mobilité, ce qu'on peut dire derrière ces nouvelles formes de mobilité, c'est surtout que nos clients aujourd'hui sont, à l'inverse des clients d'il y a 30 ans ou 20 ans, des zappeurs de la mobilité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas adeptes d'un seul mode de transport, mais ils passent d'un mode à un autre en fonction de leurs besoins. Et donc, ça nous crée globalement, au niveau de la mobilité, pas seulement du ferroviaire, des obligations, et il faut s'adapter à cette donnée. Deuxièmement, une croissance des villes et des métropoles, et la création notamment des métropoles, et la généralisation des métropoles pour les grandes métropoles françaises. Extrêmement important en matière d'impact sur le ferroviaire. Je crois et on y reviendra, le mode ferroviaire, sa pertinence la plus importante, elle n'est pas exclusive, mais la plus importante reste quand même dans l'urbain et dans le périurbain, au-delà de la grande distance, bien sûr. Et des réflexions autour de ce que la ministre appelle de ses voeux, de TER, de ces métropoles, à mon avis, sont bienvenues, parce que le périurbain aujourd'hui n'est pas maximisé dans le système ferroviaire. Une transition écologique, que malheureusement, je trouve, dans le ferroviaire, on ne cite pas assez souvent. Le système ferroviaire aujourd'hui, en tout cas en France, avec une électricité qui est décarbonée, très largement décarbonée, et un réseau qui est très largement électrifié, fait que le système ferroviaire est le système aujourd'hui le plus propre des moyens de transport. Le restera-t-il avec l'irruption et l'arrivée de la voiture électrique? À nous, dans le ferroviaire, de nous battre pour qu'on reste à la pointe de ce combat. L'ouverture à la concurrence majeure, et l'Europe du rail, je vais y revenir à travers le RTMS. L'ouverture à la concurrence majeure pour nous. Alors pour SNCF Réseau, ce n'est pas une ouverture à la concurrence. Pour SNCF Réseau, c'est la potentialité d'un marché qui s'accroît. Et on en a bien besoin, car actuellement, comme vous le savez, hein, nos recettes viennent essentiellement de péages. Ces péages sont en gros proportionnels au nombre de circulations qui circulent sur le réseau. Ce qui est d'ailleurs intéressant, hein, c'est qu'on a une économie qui est une économie à coût fixe quasiment. Hein. On a à peu près 15% de coûts variables. Mais par contre, nos recettes sont extrêmement variables puisqu'elles dépendent de circulation. Et ces circulations, elles stagnent en fait depuis 2-3 ans. Et donc, on a absolument besoin de les refaire repartir à la croissance. Sinon, on est dans un cercle vicieux où, si on veut maintenir ou rénover ce réseau, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui au niveau de sa taille, eh bien on voit bien qu'on manque de ressources financières, sauf à demander à l'État des subventions supplémentaires qu'il est bien incapable de nous donner, ou difficile pour lui de nous donner, vu l'état des finances de la France. Et puis, je dirais, le dernier point que je voulais mettre en avant, mais peut-être le premier, en fait, c'est les nouvelles technologies digitales. Et pour SNCF Réseau, c'est très important parce que je pense qu'on est à la veille, on est en train de vivre un basculement technologique qui est à ce que, je dirais, pour prendre un parallèle, ce qui a été le TGV pour la fin des années 70 pour la SNCF. Aujourd'hui, ça va être dans le contrôle-commande des trains. Le contrôle-commande des trains, c'est-à-dire tout le système de signalisation qu'on a aujourd'hui, qui date de la première moitié du XXe siècle au niveau de sa conception, hein, pas au niveau de ses objets, bien sûr. Ces commandes de contrôle des trains est en train d'être totalement révolutionné à travers ce qu'on installe sur EOL, qu'on appelle Nexteo, hein, qui est du CBTC pour les spécialistes, ou à travers le RTMS niveau 2, je dis bien niveau 2, hein, qui est un système, et le niveau 3 qui va arriver assez rapidement, qui sont des systèmes qui vont nous permettre, sur une même infrastructure, en gros, de quasiment automatiser en réalité notre train, ou si ce n'est de l'automatiser parce qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais l'étape suivante sera sur l'automatisation. Ça veut dire sur une même infrastructure, on resserre les écarts entre trains et donc on augmente la capacité. Et deuxièmement, comme on prend en compte dans les RTMS niveau 2 la vitesse réelle des trains, on a une remise en route du système lorsqu'il y a des incidents beaucoup plus rapide. Donc on va améliorer considérablement la qualité de service. Et donc ces nouvelles technologies, là je parle sur le système de contrôle-commande des trains, mais elle immerge tous les métiers du groupe, en particulier sur la maintenance, ou sur la maintenance aujourd'hui, on commence à faire sur certains domaines de la maintenance prédictive. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on met des capteurs sur nos moteurs d'aiguillage qui mesurent l'intensité qui traverse ce moteur. Ces capteurs ne coûtent quasiment rien. On renvoie les données sur des écrans dans des centres de contrôle. Et quand on a un courant réel qui est un peu différent de la signature
théorique de l'intensité qui doit traverser ce moteur d'aiguillage, eh ben on peut détecter les causes des pannes. Si c'est par exemple une surintensité en début de fermeture, c'est généralement un problème de graissage. Si c'est une surintensité en fin de fermeture, c'est vraiment du ballast qui bloque. Et puis si c'est quelque chose d'erratique, c'est plutôt un moteur qui est en train de griller. Enfin, je caricature évidemment. Les spécialistes de mes équipes se moqueraient un peu de moi. Mais tout ça pour dire que, et avec ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire, hein, d'intervenir sur cet aiguillage avant même qu'il ait un incident, donc pas d'incident, et on pourrait intervenir uniquement et changer des moteurs uniquement quand on commence à avoir des anomalies et non pas systématiquement au bout de X milliers d'heures de fonctionnement. Donc on voit le genre comment on pourra basculer d'une maintenance sur gamme de maintenance ou d'une maintenance curative vers une maintenance plus prédictive. J'en cite un exemple, mais ça passe sur évidemment tous les éléments du système ferroviaire. Voilà l'environnement dans lequel SNCF Réseau agit. Et donc, si vous voulez, on a à partir de ça, par un travail collectif qu'on a fait très transversalement et hiérarchiquement pendant un an, on a réfléchi tous ensemble pour essayer de définir ce que serait notre vision et notre stratégie du réseau du futur. Et on a considéré qu'on a appelé ça le réseau haute performance. Réseau de performance parce que justement cette technologie du contrôle-commande va changer notre système, en tout cas sur la partie la plus circuleuse du réseau, mais aussi sur les petites lignes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur les petites lignes à voie unique en particulier, on a des systèmes d'exploitation qui sont extrêmement onéreux. Et les technologies d'aujourd'hui, avec de la géolocalisation, vont nous permettre de changer radicalement cette exploitation des petites lignes et donc, avec ça, de baisser les coûts de ces petites lignes qui sont chères vu le nombre de circulations qu'ils ont sur leur réseau. Alors, on a donc fixé un certain nombre de grands objectifs, de grandes visions. D'abord, améliorer la robustesse dans les nœuds ferroviaires. Aujourd'hui, le point faible du réseau français, évidemment, c'est l'ancienneté du réseau lui-même et le manque d'investissement. Mais ça, vous le savez tous, on l'a déjà dit 25 fois, je ne vais pas y revenir. Et donc, la base, c'est quand même, en effet, de renouveler et de rénover le réseau, d'abord le plus circulé, mais aussi des lignes régionales et locales, de telle manière à ce qu'il ait un niveau nominal de fonctionnement. Mais au-delà de ça, on s'aperçoit quand même que les grands nœuds ferroviaires français ont peu été travaillés depuis quelques années, enfin depuis quelques dizaines d'années. Or, c'est là que se concentre le maximum de nos problèmes. Alors, pour tout à fait raison, hein, les plans de voie, par exemple, des grandes gares parisiennes sont des plans, par exemple, Gare Saint-Lazare date de 1937. Ils n'ont pas été modifiés parce que, comme ces gares sont saturées, les modifier, c'est créer des problèmes aux entreprises ferroviaires pendant qu'on fait les travaux. Sauf qu'à un moment donné, et notamment avec l'augmentation des Transiliens et des TER, on arrive à une saturation telle que la qualité là devient catastrophique. Et à ce moment-là, on ne peut pas aujourd'hui faire l'effort de s'attaquer à ces sujets-là. Donc on va s'attaquer dans les années à venir à ces sujets de grands nœuds ferroviaires. Alors je dis Saint-Lazare, mais c'est Marseille, c'est Toulouse, c'est Bordeaux, enfin c'est toutes les grandes villes françaises. Le deuxième sujet, et je reviens sur le contrôle-commande des trains, c'est développer la capacité sur la partie du réseau le plus circulé en matière pour désaturer et améliorer la qualité de service. C'est le RTMS niveau 2, voire niveau 3 lorsqu'il sera mis au point. Pour l'instant, industriellement, il n'est pas mis au point, mais le niveau 2 aujourd'hui est mis au point. Alors, c'est là où je voudrais faire un petit aparté parce que c'est important. Le RTMS niveau 2, il a été comme le RTMS, il est né de la volonté de l'Europe d'avoir un système interopérable, hein, donc d'avoir un train qui part de la Pologne, un train de fret qui a de Pologne qui a jusqu'au Portugal et qui puisse avoir qu'un seul système de signalisation. C'était une volonté intégratrice de l'Europe louable. Ça posait le problème majeur, c'est que si ce nouveau système n'apportait pas une meilleure performance, que ce soit qualité de service, financière, etc., c'était des coûts supplémentaires. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le RTMS 1 en particulier a très peu vu le jour. C'est-à-dire que pour toutes les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures, c'était des coûts supplémentaires sans bénéfice direct. Le RTMS 2 a cet intérêt, c'est qu'il apporte une qualité supérieure, c'est-à-dire qu'il nous permet d'augmenter la capacité du réseau. Et donc du coup, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tous les pays européens maintenant se sont mis à l'RTMS 2. Les plus petits qui avaient des systèmes qui étaient en fin de vie, je pense au Luxembourg par exemple, a décidé très rapidement de tout changer. Le Danemark aussi a décidé de le faire, alors comme c'est un peu plus grand, ils mettent un peu plus de temps, mais c'est ce qu'ils ont décidé. Les plus grands, comme la France et l'Allemagne, par exemple, ont reporté pendant très longtemps et aujourd'hui, maintenant, se sont résolument lancés dedans.
Et donc, au-delà de l'interopérabilité, qui est un fait important, c'est aussi une capacité à industrialiser le système. Et c'est d'ailleurs une des questions aujourd'hui, puisque ça c'est pas tout à fait résolu, il faut être honnête, hein, c'est la vraie normalisation européenne de ce standard ERTMS2, mais d'un point de vue industriel. C'est-à-dire, je ne voudrais pas avoir des systèmes en France qui soient un ERTMS2 français, qui soit pas le même que celui allemand ou que celui des Espagnols, parce que le marché, à ce moment-là, ne serait pas un marché européen, mais un marché national, et donc les coûts des composants seraient très élevés. Et pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là. C'est une des inquiétudes qu'on a. Néanmoins, tous, l'industriel et opérateurs et gestionnaires d'infrastructures, on travaille sur ce sujet-là. Voilà, fin pour cet aparté. Sur les sujets des petites lignes, nous sommes très favorables. Alors d'abord, les petites lignes, on oublie. Il n'y a pas de petites lignes, ça ne veut rien dire, petites lignes. On a des petites lignes régionales, des lignes locales. Le classement UCI 7 à 9, en effet, est un classement qui n'a pas de pertinence pour juger de la stratégie du réseau. Il y a une pertinence peut-être pour la maintenance, il y a peut-être une pertinence technique, mais pour juger de la stratégie d'un réseau, il n'a pas de pertinence. Donc il faut se sortir de ce UIC 7 à 9 et voir ce que sont ces lignes-là. Et là, on a une variabilité extraordinaire. On a une variété extraordinaire. Vous allez sur la plaine d'Alsace, je prends la plaine d'Alsace parce que ça va être un des plus denses, c'est évidemment un grand réseau. Et à côté de ça, vous avez des lignes sur lesquelles vous avez 2 allers-retours par jour. 2 allers-retours par jour, ça veut dire une subvention au voyage. Allez, 80 € par voyage, 100 € par voyage. On peut se poser la question, est-ce que c'est le meilleur service public qu'on rend à nos concitoyens? Est-ce qu'en leur donnant un taxi électrique, on ne les amènerait pas chez eux directement et ça ne sera pas meilleur? Donc entre les deux extrêmes, il y a toute la gamme, et donc il s'agit surtout de ne pas être idéologique là-dessus, mais de s'attaquer au cas par cas, de baisser les coûts, parce que évidemment, ça passe par la technologie, ça passe par exemple, faire de la grave bitume, c'est une étude qu'on a de Sistra qui nous recommande de le faire, on l'a fait sur le TGV, on peut le faire sur des petites lignes, ça a des avantages et des inconvénients, mais ça a des avantages de baisse de coûts de maintenance en particulier, puisqu'une fois que c'est mis, il n'y a plus de coûts de maintenance, ou quasiment pas. Ça passe aussi par, je vous disais, des systèmes de géolocalisation et de nouveaux systèmes de signalisation, parce qu'aujourd'hui, sur des lignes voies uniques, toutes les 20-30 km, vous avez des gens qui sont là à attendre beaucoup et à travailler un peu, mais ce n'est pas de leur faute, hein, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de trains. Donc voilà. Après, il y a des questions d'exploitation. Je pense qu'un des grands sujets qu'on oublie un peu en France, c'est qu'on adore en France faire des grands projets d'infrastructure pour le plaisir de faire des grands projets d'infrastructure en disant ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité économique. Certes, c'est vrai. Sauf qu'on oublie que, et dans le ferroviaire c'est particulièrement vrai, un projet est adapté à un type de circulation et donc il faut commencer par faire des études d'exploitation, définir le service que l'on fait. Et en fonction de ça, on a plein de solutions possibles et on peut être très imaginatif. Si on fait l'inverse, on fait tout de la même façon, mais c'est jamais complètement adapté à la circulation qu'on a. Donc revenons à l'exploitation. Et l'exploitation, c'est au cœur du sujet. D'ailleurs, moi, j'ai une question. Vous savez qu'aujourd'hui, le TER, le matériel roulant TER, hein, son taux d'utilisation, c'est 4 heures par jour en moyenne, je crois. Alors, c'est peut-être l'ordre de grandeur, on va dire. Hein. C'est extrêmement faible. Un TGV, c'est 6-7 heures. Un Ouigo, c'est 10 heures. D'ailleurs, on s'est inspiré un peu de l'aviation, hein, puisque le principe même du low cost en aviation, c'est le principe de base, hein, initial, c'était maximiser l'usage de l'actif, hein, donc de l'avion en l'occurrence, en faisant le maximum de rotation dans la journée. D'où d'ailleurs, on voit bien que le low cost est très adapté pour l'aviation à l'Europe. Et donc, au Ouigo, c'est le même principe. Hein. Mais donc, on peut se poser la question aussi de maximiser l'usage du train, qui est quand même un investissement non négligeable, l'usage de la voie qui est aussi un investissement non négligeable. Hein. Donc voilà. Encore faut-il, et il y a d'autres critères dedans, hein, que les bassins d'emploi permettent d'avoir cette création. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de cas général. Mais quand vous avez des tout petits bassins d'emploi, le ferroviaire, il n'est pas pertinent. Quand vous avez des bassins d'emploi plus importants, et c'est là où il faut faire des études, et que vous cherchez à optimiser l'usage de vos actifs, surtout qui vont être de plus en plus automatisés, donc le coût marginal, le coût, proportionnel va être de plus en plus petit, et à ce moment-là, vous pouvez imaginer de nouveaux services, et c'est sur quoi nous, on propose de travailler avec les régions, main dans main dans la région, pour essayer de trouver des solutions intéressantes, astucieuses, efficaces, et au cas par cas. Et puis, voilà, tout ça pour dire que, évidemment, il faut qu'on réduise nos coûts.
c'est clair. Il faut qu'on soit plus performant au niveau performance financière. Le système ferroviaire est un système qui est par nature onéreux, en tout cas la partie infrastructure. Et donc, on a des programmes à travers la numérisation, la digitalisation, l'automatisation, mais aussi dans le cadre de la réforme qui est en train de voter le Parlement sur l'initiative du gouvernement, des possibilités pour être beaucoup plus flexible dans notre façon d'organiser notre travail. C'est finalement ça le fond du sens de cette réforme, de la fin du recrutement au statut et de la modernisation du statut. C'est comment peut-on avoir un système qui est un système là d'organisation du travail, un système humain qui soit adapté d'abord aux attentes du XXIe siècle, qui fasse sauter tout un tas de rigidités qu'on a dans ce système-là, et qui dit faire sauter ces rigidités, dit évidemment derrière économiser des coûts inévitablement, parce que la flexibilité permet d'optimiser de manière plus efficace. Voilà les quelques mots d'introduction. Alors je voudrais juste terminer par une chose qui est importante pour moi. Et en toile de fond, il y a chez SNCF Réseau une mutation de l'organisation qu'on est en train de travailler avec trois choses. Un, mettre l'exploitation au centre du jeu, en donnant à Réseau quelque chose qu'il n'a pas jusqu'à maintenant, qui est un rôle dans l'exploitation ferroviaire beaucoup plus important. Je m'explique. En particulier, par exemple, s'assurer que les plans de transport sont cohérents entre eux. Quand vous faites sur une même infrastructure rouler du TGV et du TER, on voit bien que naturellement, vous avez des contraintes qui s'opposent. Et si vous faites des plans de transport du TGV d'un côté et des TER de l'autre côté sans trop de coordination, vous avez des choses qui ne sont pas robustes. Et donc, ça veut dire quoi, pas robuste? Ça veut dire que, vu le nombre de circulations qu'on a, vous avez des incidents et une qualité de service qui se détériore. Il est indispensable de remettre ça au centre du jeu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait du tout. Ne caricaturez pas ce que je veux dire, mais aujourd'hui, on ne le fait pas assez. Et je pense que SNCF Réseau doit prendre ce rôle-là, puisqu'il est finalement le point unique de contact de toutes ces entreprises ferroviaires. Voilà, premier sujet. Deuxième sujet, une stratégie d'asset management. D'asset management, ça veut dire que de gestion d'actifs. Alors, il ne s'agit pas d'asset management au sens financier du terme, comme les banquiers l'emploieraient. Il s'agit plutôt de gestion d'actifs industriels. On se doit d'avoir à tout moment une connaissance et une stratégie de notre réseau. Notre réseau est un système. Je rappelle qu'un TGV qui bloque ou qui est en retard ou qui cisaille et qui s'arrête dans la gare de Marseille impacte les TER à Lyon. Donc on est dans un système où tout interagit sur tout. Enfin, beaucoup interagissent sur beaucoup. Et deuxièmement, dans le temps. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Je prends le faisceau de la gare du Nord aujourd'hui. Donc par les gares du Nord jusqu'à Roissy. Avec l'arrivée des Jeux Olympiques, avec la multiplication, avec le Grand Paris, avec la multiplication des projets aujourd'hui, on est en train de multiplier dans les 5 à 10 ans qui viennent le nombre de projets sur cet axe-là. Si on continue comme ça, aucun des projets ne sera livré en 2024, ça c'est sûr, parce qu'il faudra ou on arrête le RERB, quoi. Donc il faut une stratégie de long terme où on regarde tous les aspects de l'exploitation, car je rappelle une particularité de SNCF Réseau, enfin de tous les gestionnaires d'infrastructures de ferroviaires, en tout cas en Europe, c'est que tous nos travaux, on les fait sous exploitation. Il n'est pas question d'arrêter les circulations, sauf sur des toutes petites lignes, temporairement, etc. Mais la règle du jeu, c'est on n'arrête pas, en tout cas dans les grands nœuds ferroviaires, c'est clair, et sur les grands axes, c'est clair, on n'arrête pas l'exploitation. Et donc tout cet enchaînement d'interruptions temporaires de circulation le jour, la nuit, etc., tous ces sujets de ressources aussi, car les ressources techniques ne sont pas infinies. Et quand on a besoin d'en avoir, il faut 5, 6, 7 ans avant qu'elles soient vraiment performantes, après l'avoir embauchée. Donc, si vous voulez, tous ces sujets-là sont majeurs, et donc d'avoir une vision d'asset manager, c'est-à-dire une vision à long terme, avec une stratégie du réseau qu'on définit 15 ans avant, et sur lequel les projets sont bien définis, peu à peu se définissent par itération, etc. Ça me paraît absolument vital. C'est une stratégie industrielle. Les Suisses, par exemple, l'ont, et on connaît la qualité des Suisses. Je souhaite que SNCF Réseau et la France se dotent de cette vision d'asset manager, et c'est ce que nous allons mettre en place, amplifier, parce que ça existe déjà, bien évidemment. On fait de l'asset management sans le savoir, et on a les hommes pour le faire. Donc on a les experts qui bouent d'avoir envie de le faire, mais se projeter à la fois dans le temps long, et à la fois dans le système ferroviaire dans son ensemble. Voilà les 2 points que je voulais mettre en avant, exploitation, asset management, parce que ça me paraît essentiel. Merci.